Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 en partenariat avec YouTube. Nous sommes à Aix-en-Provence où s'achèvent les rencontres économiques. Mon invité est Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Il est à la tête aujourd'hui de deux think tanks, l'Institut Bruegel et le groupe des 30. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez quitté le poste de présidence de la Banque Centrale Européenne le 1er novembre dernier. Depuis, on a l'impression que la crise de la zone euro s'est encore accélérée. Elle était déjà très forte quand vous étiez aux manettes. Qu'avez-vous pensé, Jean-Claude Trichet, de l'accord européen qui a été signé à Bruxelles la semaine dernière, qui a effectivement entraîné un calme sur les marchés, mais un calme de très courte durée? D'abord, je dois dire que les décisions qui sont prises sont des décisions qui doivent être appréciées dans le moyen terme. Et donc, il y a eu une décision, je crois, importante, même très importante, consiste à aller dans la direction de l'union bancaire, comme on dit, ou l'union financière, avec la possibilité de recapitalisation directe des banques commerciales, sans passer par l'endettement supplémentaire des États. Et aussi l'idée, l'orientation selon laquelle il y aurait concentration au niveau de l'ensemble de la zone euro, de la surveillance bancaire. Donc ceci est important, ceci va dans le bon sens. Bien entendu, c'est un processus qui doit maintenant être appliqué aussi résolument que possible. Est-ce que vous pensez que la Banque Centrale Européenne devrait être justement le superviseur aujourd'hui de cette union bancaire? Mon sentiment est que c'est assez naturel. C'est assez naturel parce qu'un très grand nombre de banques centrales nationales sont responsables aujourd'hui de la surveillance bancaire. Donc au sein de la zone euro, vous avez un très grand nombre de banques centrales qui font partie de l'eurosystème, c'est-à-dire de la communauté des banques centrales avec la Banque Centrale Européenne et toutes les banques centrales nationales. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'assez naturel sur le plan des faits. C'est aussi assez naturel sur le plan juridique, puisque le traité de Maastricht prévoyait que, par simple unanimité des gouvernements, on pouvait confier cette tâche à la Banque Centrale Européenne sans passer par un nouveau traité, sans changer le traité. Donc ça avait déjà été prévu, si je puis dire, par les pères fondateurs de l'euro et de la zone euro. Mais les Allemands n'en veulent pas. Vous pensez qu'on pourrait trouver un accord avec l'Allemagne à ce sujet? Les décisions, les orientations ont été signées par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Et au contraire, je crois, je ne veux pas, encore une fois, parler pour compte d'autrui, mais l'idée de la centralisation de la surveillance bancaire est une idée qui est très considérée comme étant indispensable, je crois, par la chancelière. Sur la croissance, qu'avez-vous pensé de ce pacte de croissance de 120 milliards d'euros? Est-ce que pour vous, c'est une avancée également, ou est-ce que finalement c'est peu de choses pour relancer la croissance en Europe? Écoutez, je crois que c'est un élément, et un élément qui n'est pas négligeable, bien sûr. Mais ce qui est absolument essentiel, c'est le retour à la confiance. Si vous voulez, nous avons une crise qui s'est développée, qui est une crise de l'ensemble des pays avancés, pas simplement des Européens. L'ensemble des pays avancés sont dans une situation difficile, sans aucune exception. Les États-Unis, le Japon, les Européens ont des problèmes très importants. Et au niveau de l'ensemble des pays avancés, la question de la confiance, des consommateurs, la confiance des investisseurs et notamment évidemment des entreprises de l'économie réelle est absolument essentielle. Dans le cas européen, nous avons en plus l'épicentre de la crise mondiale des risques souverains. Et donc tout ce qui est fait pour augmenter la confiance des Européens, et c'est quand même très très lié évidemment à la démonstration qu'on est capable de surmonter cette crise des risques souverains. C'est pour ça que l'union bancaire est un élément important, de même que la confirmation très solennelle du fait que les fonds de stabilisation, l'actuel et le futur, pourraient intervenir sur les marchés secondaires. C'était une décision déjà prise en juillet 2011, mais qui a été réaffirmée, et je crois que c'est un élément important dans la dernière réunion. Vous étiez favorable à la création d'un ministre européen des Finances. Est-ce que vous êtes toujours Oui, je dois dire, j'ai même lancé l'idée. Je crois qu'en effet, c'est un élément parmi d'autres pour aller plus loin dans la voie de ce que je considère comme étant indispensable dans la zone euro, c'est-à-dire une organisation plus fédérale, et même significativement plus fédérale. J'ai beaucoup réfléchi à cette question.
je crois que même si on n'avait pas eu la crise, les 13 premières années de fonctionnement de la zone euro démontraient qu'il fallait aller plus loin dans l'union économique et budgétaire, une vraie union. Alors j'ai pensé à une idée que je soumets pour discussion bien entendu, et qui consisterait à dire nous avons déjà 2 piliers de surveillance économique et budgétaire. L'un c'est le pacte de stabilité et de croissance, que comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne et moi-même, tous mes collègues, nous avons toujours défendu avec acharnement à une époque où il était considéré comme beaucoup trop orthodoxe et où les grands pays combattait le pacte. Il faut encore le voter en France, d'ailleurs. Non, je parle du pacte de stabilité et de croissance. Hein, pas la dernière modification du traité. Mais là, je parle de la surveillance telle qu'elle a été créée depuis la création de l'euro. Et puis alors, on a un second pilier maintenant qui est le suivi, qui est très important. Le suivi des indicateurs de compétitivité, le suivi de l'ensemble des évolutions, disons, déséquilibre, notamment des balances de paiement courant au sein de la zone euro. Oui, donc vous disiez 2 piliers pour l'Europe, pour une Europe disciplinée et disciplinaire, oui. Et puis il faut y ajouter une dose encore supplémentaire de fédéralisme, un troisième pilier. Je dirais les 2 piliers tels qu'ils existent, donc le pilier budgétaire et le pilier économique, sont assortis de sanctions si on ne respecte pas la surveillance, les recommandations qui seraient faites et qui sont faites par le Conseil sur proposition de la Commission. Ce que je propose, c'est de créer une véritable fédération économique et budgétaire par exception. Elle ne fonctionnerait pas en temps normal. Mais si un pays se met dans le cas de ne pas appliquer les recommandations qui lui sont faites, et s'il dépasse les objectifs budgétaires, par exemple, s'il dépasse les objectifs budgétaires ou s'il perd sa compétitivité de manière dangereuse, pour lui, évidemment d'abord, mais aussi pour l'ensemble de la zone, parce qu'on le voit bien, nous sommes tous tellement proches les uns des autres, tellement interdépendants, que si un pays a des problèmes très graves, ce sont des problèmes qui se répercutent sur l'ensemble des concitoyens de la zone euro, sur l'ensemble des peuples de la zone euro. Donc, je suggère que dans ce cas exceptionnel, les décisions dans le pays lui-même soient prises par le centre, et prises par le centre totalement démocratiquement, avec proposition de la Commission, comme c'est le cas actuellement, jugement porté par les gouvernements eux-mêmes de la zone euro. Jugement, pas adoption à l'unanimité Non, pas. Il y a des procédures. On a les mêmes procédures, on n'a pas de raison de changer les procédures, mais au lieu de décider eux-mêmes, ça va ensuite, ils fonctionneraient en quelque sorte comme une chambre haute, si vous voulez, les gouvernements, comme une sorte de super Sénat. Et puis ensuite, alors vous iriez au Parlement, les représentants du peuple, des parlementaires de la zone euro, voteraient et décideraient finalement ce qu'il faut faire. C'est le Parlement européen qui prendra la décision. À mes yeux, c'est légitime que le Parlement européen, les parlementaires du Parlement européen qui appartiennent à la zone euro, encore une fois, je présente cela pour discussion. C'est très audacieux ce que je présente, mais c'est pour la discussion. Et donc, ils décideraient parce que, en tant que représentants du peuple, élus directement par le peuple, ils ont une responsabilité de stabilité vis-à-vis de leurs propres mandants, de leurs propres électeurs. Et donc, ce serait complètement démocratique, puisque la décision ultime serait prise par les représentants du peuple. Ça va dans le sens de cette fédération. C'est évidemment très politique, c'est un pas vers l'union politique, activation d'une fédération économique et budgétaire par exception. Une dernière question sur justement l'action de Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne. Il y a eu une baisse des taux, il y a eu un achat assez massif de dettes espagnoles et italiennes au début de l'année. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a qu'une baisse des taux et manifestement, ça a déçu les marchés alors qu'un ensemble de banques centrales mondiales, en fait, ont pris également ce même type de mesures. Est-ce que la Banque Centrale Européenne devrait aller plus loin, Jean-Claude Trichet, et acheter encore de la dette ? Je crois que la Banque Centrale Européenne prend les bonnes décisions. N'oubliez pas qu'elle s'est engagée dans la voie d'un refinancement à long terme, à 3 ans, de l'ensemble des banques commerciales de l'Europe,
en donnant un niveau de liquidité tout à fait considérable. Lesquelles liquidités sont toujours là, elles reviennent à la Banque centrale européenne régulièrement, si je puis dire, donc montrant qu'il y a bien un excès de liquidité, ce qui, dans les circonstances présentes, est une bonne chose. Et je crois que l'ensemble des décisions qui ont été prises sont appropriées. Ce qui est sûr, c'est que la Banque centrale, pas plus d'ailleurs en Europe que dans le reste du monde, ne peut se substituer au gouvernement. Et donc, il est très important que les gouvernements eux-mêmes fassent tout ce qu'ils ont dit, y compris en confirmant, lors de la dernière réunion des chefs d'État et de gouvernement, qu'ils se tiennent prêts eux-mêmes à intervenir. Je crois que c'est important, c'est une décision qu'ils avaient prise, comme je l'ai dit, en juillet 2011 et qui a été reconfirmée. Les taux à 10 ans espagnols et italiens reflètent-ils la réalité? Ces pays ont mis en place de vraies réformes difficiles. Les taux, encore une fois, sont le fruit de l'ensemble des décisions prises par les gouvernements, individuellement, mais aussi collégialement. Il appartient au gouvernement, à mon avis, et ils ont tous les moyens pour cela, de renforcer leur crédibilité collective, de manière à ce que ceux qui craignent l'investissement dans quelques pays, ceux qui le redoutent, ceux au contraire qui spéculent pour gagner de l'argent sur les difficultés de ces pays, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont perdre de l'argent. Et ceux qui hésitent et s'interrogent doivent comprendre qu'ils ont devant eux une Europe qui est en train de se bâtir et de se bâtir de manière très solide, ce que je crois profondément. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.